Salut les copains! Alors ce soir, j'ai énormément de chance. J'accueille Éric Grange, donc fondateur des voyages initiatiques, Oasis, Oasis Voyage, depuis quasi 10 ans. Hein. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit quasi 20 ans. Ça fait une semaine que je dis quasi 20 ans. Dans ma tête, c'était 20 ans. Alors quasi 10 ans, c'est déjà énorme. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, du coup, j'ai zappé. Donc on va faire un petit coucou à Éric. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Lorenadia, est-ce que tu m'entends? Très bien. Bon, eh ben, Et bien. tu as vu où je suis, moi? Tu as vu où je Oui, te reçois? ah non, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux, je veux venir avec toi. Tu sais, là, je suis en Polynésie, hein, je suis chez moi. C'est les lagons, j'adore cette destination. La Polynésie est une destination hautement sacrée, hein. C'est pas que les lagons et les cocotiers et les plages de sable, hein. Non, C'est non, non, non. toute la force du mana. Il y a beaucoup de traditions spirituelles. J'ai eu le bonheur de partir là-bas 4 fois et je me suis régalé. C'est une terre où je pourrais m'installer. En tout cas, Voilà. bonsoir Lorenadia, puis bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées Oui, avec nous. On va parler de voyage, on va de parler de plein de choses. Ouais. On va dire coucou quand même à José Robichaud qui est là, donc que tu connais. On va dire coucou à Younaël qui est là. On a fait une superbe conférence hier soir sur donc l'étoile naissance, sa création à Younaël, numérologie de l'étoile naissance. Corinne Bastide, coucou, et Raja qui est là aussi, coucou. De toutes mes copines, moi j'adore. Et alors, voilà, je voulais, en parlant de Tahiti, de Polynésie, est-ce que tu te souviens que je t'avais contacté, alors je me souviens plus exactement pourquoi, et qu'on avait parlé de Polynésie, de Tahiti il y a un an. Oui, oui, oui. Alors, on a commencé à parler de Tahiti, Polynésie, et d'ailleurs, j'ai dû te demander quand est-ce que tu organiserais ton prochain voyage, voilà. Et puis sur les entrefaites, Stéphane m'a dit, vas-y, je t'ouvre la chaîne. Et donc, juste le message d'après, je te dis, bon, bah, je t'invite sur ma chaîne, tu te souviens, sur ma chaîne, donc là, c'était au confinement. Et tu m'as dit, bah, ok. Bah, ça Oui, a mis un an. Il a été le premier invité et le dernier à passer, puisque c'est le dernier de la saison. Voilà, on a Éric Grange, donc le 21 juin, c'est une belle date, hein, on était contents c'est une belle date. ouais, on était contents de prendre cette date. Qu'est-ce que tu sois pas quelque part le 21 juin? Pardon? C'est étrange que tu ne sois pas en voyage le 21 juin. Ah, non, Souvent des non. événements. Parce que c'est les voyageurs, nos participants qui voyagent. Et c'est vrai que nous, au mois de juin, on est beaucoup à l'agence parce que justement, on a tous les départs du mois de juillet et d'août, puisqu'on a à peu près 50% de notre programmation qui se fait en juillet et en août. Donc, du coup, ça donne pas mal de travail à l'agence. Mais c'est vrai que je serais ravi en 21 juin d'être n'importe où dans le monde, puisque notre planète a tellement de lieux merveilleux partout. En cette journée la plus ensoleillée, c'est en honneur pour moi d'être avec toi pour cette journée-là, quoi. Et tu vois, c'est avec, avec ta conférence que je termine la saison. C'est merveilleux. Bon, allez, on s'y met. Hein. Alors, tu sais que je t'ai invité pour l'émission Parcours d'une vie. Alors, il y a un petit peu, j'espère que ça va se calmer. Voilà. Parcours d'une vie. Donc, j'adore quand les personnes me racontent ce qu'elles ont vécu dans l'enfance, comment elles ont passé leur enfance, leur adolescence, pour comprendre comment Éric Grange est devenu qui il est. Quel petit garçon il était. Est-ce que tu avais déjà les, les oreilles des grandes antennes? Est-ce que tu voyais déjà, parce que je pense que tu vois au-delà des apparences, hein, tu ferais pas ce que tu fais sans voir au-delà. Est-ce que tu as eu des choses particulières qui te sont arrivées petit? Et, voilà, Oui. j'aurais aimé que tu parles un peu de toi. En fait, j'ai pas grandi paradoxalement
dans un milieu très, très merveilleux. Au contraire, j'ai même été dans un milieu qui a été, pour des raisons personnelles, un peu dramatique. Et on ne se marrait pas vraiment dans la famille Desgranges. Et du coup, ça m'a aidé. Donc, et ça a duré quand même quelques années. Et du coup, ça m'a vraiment, ce contexte un peu anxiogène dans lequel j'ai Oui. m'a permis d'aller plonger dans mes ressources intérieures. Et effectivement, j'ai grandi paradoxalement dans une famille qui ne voyageait pas du tout. Ah, alors là, oui. Et moi, c'est quelque chose où je me suis senti, comment dire, tout d'abord frustré. Et après, j'ai développé mon imagination pour voyager. Et je me souviens que, par exemple, quand j'étais à l'école, les leçons de géographie, je n'avais pas besoin de les réviser parce qu'il suffisait que je lise une fois les textes ou que j'entende une fois le prof de géo et j'entendais tout et je mémorisais tout. Et je sais que c'était un petit peu bizarre, mais quand j'étais adolescent, j'apprenais par cœur le nom des capitales, le nom des pays, et je laissais ma pensée voyager en regardant une map monde ou un globe. Et en fait, j'ai construit à l'intérieur de moi en espace qui est l'espace que j'appelle tout va bien. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Et aujourd'hui, je trouve que cette ressource est très, très précieuse, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai toujours eu cette conviction et cette capacité de me relier à un espace où il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème et où la vie est belle. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a profondément imprégné. Et quand j'ai pu avoir mon autonomie financière en commençant à travailler, je me suis offert naturellement mes premiers voyages. Ma première destination, c'était l'Égypte. Et parce que j'avais vraiment envie de me connecter au merveilleux de la vie, quoi. Et là-dessus, mon itinéraire, comment dire, c'est développé en plusieurs étapes. C'est-à-dire que au début, j'étais attiré par les lieux, mais c'était une attirance, je dirais, un peu inconsciente. Je ne savais pas pourquoi j'étais attiré sur ces lieux-là, pourquoi avoir choisi l'Égypte, les pyramides, alors qu'après, dans mon histoire, j'ai dû aller 30 fois dans la grande pyramide de Khéops, mais la première fois où je suis allé en Égypte, donc en 87, j'avais donc 25 ans, je me suis trouvé tout seul dans la grande pyramide de Khéops et j'ai vécu là une expérience assez singulière, assez troublante, dans la mesure où j'avais cette impression double, à la fois de pouvoir accéder à toute la connaissance du monde et à la fois de me dire ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que quand je suis quand j'ai vécu un peu cette extase, mais cette extase tranquille, cette extase profonde, de pouvoir accéder à tout, peut-être le plan akashique, je me suis dit, mais ce n'est pas si important que ça, parce que finalement, on a l'accès. Et quand je suis ressorti de la pyramide et que je me suis dit, ah bah tiens, j'aurais pu poser des questions, en fait, j'ai pris conscience que j'étais retombé à un niveau ordinaire, puisque quand on est à un niveau relié, il n'y a plus de questions. On ne va pas chercher des réponses, puisque simplement nos questions, qui sont les questions de notre ego, finalement, se dissolvent. Donc, en fait, j'ai trouvé cette expérience, ce qui a été peut-être ma première expérience mystique, très intéressante, c'est-à-dire de ne pas connecter des plans supérieurs pour avoir des réponses, mais en fait, connecter des plans supérieurs, c'est la dissolution de la question. Oui. Je ne sais pas si je peux bien comprendre, mais en tout cas, c'était mon expérience. On te comprend bien, oui. Donc ça a été ta première initiation
Voilà. En fait, pour revenir un petit peu à ta question, Lorenadia, en fait, j'ai toujours été fasciné à la fois par le monde et par ma vie intérieure. Et ça a été deux axes qui ont été parallèles jusqu'à ce que je crée un jour Oasis Voyage il y a 10 ans. Mais en fait, c'était assez séparé au début. C'est-à-dire que je sais que quand j'étais, par exemple, étudiant, je me passionnais pour la psychologie et je me sentais assez seul, je dois dire, vis-à-vis des copains qui, eux, sortaient assez souvent en boîte de nuit ou faisaient des dragues, etc. Moi, à l'époque, il y avait un bouquin qu'on appelait Les prodigieuses victoires de la psychologie de Pierre Daco, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. J'étais passionné de ce bouquin-là. Et en fait, je commençais à découvrir ces premiers livres, cet univers que j'ai découvert un peu plus dans les années 90, qui est l'univers du développement personnel, où j'ai enfin découvert qu'il y avait des cercles, des milieux qui étaient bienveillants, où le cœur était ouvert et on pouvait partager. Donc en fait, j'ai eu tout mon itinéraire personnel qui, du fait que j'ai grandi dans un milieu qui a priori n'était pas était un peu confrontant, on va dire, m'a amené à faire un solide travail vis-à-vis de moi-même et du coup à découvrir ce que je trouve être le plus fabuleux processus de vie, c'est le processus de la transformation. Et ce qui s'est passé en moi, c'est qu'il y a eu, on va dire, des années 90 aux années 2000, en travail, je veux dire, thérapeutique, de guérison, de transmutation de mes névroses, de mes blessures. En gros, je ne dis pas que j'ai tout résolu, loin de là, mais en gros, j'ai amené de l'oxygène dans mon corps, j'ai amené de la paix dans mon cœur. Et il s'est passé un déclic, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, années 90-2000, il y avait beaucoup de voies thérapeutiques. C'était l'époque de la PNL, de l'analyse transactionnelle, il y avait les grandes tournées de Jacques Salomé à l'époque. Et moi, il y avait une petite voix à l'intérieur qui me disait, mais pourquoi les processus qui sont proposés de transmutation de l'ombre en lumière, qui est juste un processus magnifique, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers la lumière pour intégrer plus de lumière? Et pourquoi on ne va pas dans les espaces où la vie est merveilleuse? Et c'est ça qui m'a amené à créer Oasis, qui, avant que ce soit une agence de voyage, était un espace de rencontre pour des personnes qui voulaient partager du mieux-être en conscience. Et du coup, j'organisais des week-ends où ben, toi, tu sais guider en massage, ben, guide-nous en massage. Toi, tu sais guider une danse, guide-nous une danse. Toi, tu sais guider une méditation, guide-nous une méditation. Mais on allait dans le beau et dans le bon. Et j'ai eu plaisir à voir que dans cette évolution du monde du développement personnel, on est arrivé aujourd'hui à des propositions où on se connecte vraiment à la lumière, au divin, à ce qui est quelque chose de lumineux, et que peut-être que c'est la voie supérieure parce qu'on ne va pas bosser sur nos névroses toute notre vie et qu'à un moment donné, il faut s'ouvrir à la beauté. Je te vois derrière cette photo de plage, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'instant où l'on parle, il y a des milliards, il y a une infinité de possibilités de se réjouir sur notre planète. En ce moment où je vous parle, il y a des dauphins qui sautent de manière libre dans la mer, il y a peut-être une baleine qui fait un looping, il y a des guérisseurs à Bali qui sont en train de soigner des gens. On est sur une planète qui vibre et qui nous offre beaucoup. Et moi, ben, j'ai tellement aimé découvrir ce qui se passait ailleurs que finalement, ben, j'en ai fait mon métier. Donc en fait, pour revenir à ta question, d'avoir grandi un peu dans un milieu qui a priori était un peu contrariant, ça m'a
permis de découvrir très tôt ce processus de transformation d'ombre en lumière, puis de lumière pour intégrer plus de lumière. Et mêlé à cet attrait que j'ai toujours eu pour la beauté de notre planète, parce que j'aurais aimé passer une vie dans chaque pays de la planète, parce que tous les pays sont très beaux. Dans tous les pays, il y a beaucoup de merveilles à découvrir à tout niveau, que ce soit humain, que ce soit au niveau des paysages, que ce soit au niveau de ce que les hommes ont fait pour honorer leur Dieu partout dans tous les pays du monde, que je trouve que c'est un régal que de sortir de chez soi et d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, quoi. Oh, on aime bien t'entendre parler, Eric. On aime bien. Moi, j'ai adoré là quand tu as dit à cet instant dans la planète et tu as donné des images super positives de ce qui se passait. Alors que les médias font tout le contraire. Dans les journaux, c'est à cet instant sur la planète, paf, 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 que du négatif. Et toi, en fait, tu vois tout tu fais les journaux télévisés, mais en positif. À cet instant, dans la planète, il y a une maman de dauphin qui donne naissance à un bébé dauphin. Il y a, au Tibet, il se passe ça. Et ça, c'est merveilleux. Hein? J'ai eu des synchronicités absolument incroyables. Il y a un moment donné, je travaillais pour Nouvelles Frontières et j'emmenais beaucoup de groupes au Proche-Orient. Et Nouvelles Frontières m'avait affecté sur un voyage qui partait le 15 septembre 2001. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Je suis parti avec un groupe parce qu'on n'avait pas eu d'interdiction. Après, les interdictions de voyager au Proche-Orient sont venues, mais je suis parti et on devait être peut-être le seul groupe d'Occidentaux à être parti en Jordanie. Et j'ai fait mon itinéraire comme d'habitude et j'ai emmené mon groupe tout au nord, au ouest de la Jordanie, au carrefour des frontières, c'est-à-dire on était sur un promontoire côté jordanien, juste en face de nous, il y avait le Liban, la Syrie, et là, il y avait un calme, mais qui m'a imprégné et qui me touche encore aujourd'hui. Et il y a eu un bédouin qui est venu nous servir le thé. Et c'était tellement beau que bien que ce soit en groupe Nouvelles Frontières, donc a priori en groupe de touristes et pas en groupe de voyageurs spirituels, tout le monde s'était mis en silence et contemplait. Et quelqu'un a dit, quand je pense que chez moi, ils se font en souci parce que je suis en Jordanie et que nous étions sur place et que je voyais tout ce calme qui était là depuis toute éternité, j'ai trouvé ça très, très beau. Et la vie a fait que, bon, après, évidemment, il y a eu beaucoup de tourments mondiaux, mais il s'est trouvé que j'ai accompagné le premier groupe, qui est le premier groupe d'Occidentaux, c'est tombé sur moi encore, et j'ai beaucoup aimé ça, à emmener en groupe au Yémen, donc 6 mois après, donc c'était au printemps 2002, et j'ai juste visiter le Yémen avec cette générosité que peuvent avoir les Yéménites, leur gentillesse. Et voilà. Et ce qui se passe, c'est que j'ai toujours eu très tôt cette double vision qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien, finalement, je sais que je choque quand je dis ça, mais le monde n'a jamais été aussi calme et en paix. Et je vais vous dire pourquoi. Quand nous étions au Moyen Âge, ça fait seulement 500 ans, les morts qu'on a aujourd'hui une fois tous les 6 mois se produisaient peut-être tous les jours. Au Moyen Âge, c'était très risqué que de se déplacer, d'aller dans le village d'à côté. Aujourd'hui, j'aime dire, et je le dis peut-être en provoquant, on est devenu dans un monde tellement paisible qu'il suffit qu'il y ait
deux policiers qui se fassent assassiner quelque part et tout le monde en parle. Bien sûr, c'est triste pour ces deux policiers et pour la famille qui va avec, mais il y a encore 66 millions de personnes et des millions et encore plus de gens qui continuent leur vie autour. Donc, j'ai toujours eu cet angle, peut-être un peu provoquant, de me relier à ce qui va bien. Et il y a quantité de choses qui vont bien. Là, je suis avec toi, Lorenadia. Je vois les sapins qui sont sur ma fenêtre, les fleurs qui sont ici. Je sais pas si on va pouvoir les voir, mais tout ça, c'est juste que du cadeau gratuit. Et j'ai décidé avec Oasis, je dirais très professionnellement, d'enlever les gens dans les espaces où ça va bien, c'est-à-dire dans les espaces de beauté, Polynésie ou autres, dans des lieux qui sont des lieux où le cœur se dilate et, Oui, et peut-être parce que quelque part, ça, ça me nourrit, moi, le premier. bien sûr. C'est beau tout ce que tu dis. Et je me souviens que tu avais dit à une conférence que quand tu étais petit, tu avais la bouche toute petite, toute petite. Tu te souviens Oui, quand tu ouais, raconte-nous cette petite anecdote-là. en fait, j'étais en. J'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas. Je ne suis pas le seul, mais à un point où ma bouche, un jour, j'avais mesuré ma bouche, elle faisait 2 centimètres parce qu'en fait, je ne parlais pas. Et donc, effectivement, mon processus m'a amené à me réhabiliter moi-même dans ma parole. Et c'est vrai que c'est un petit peu la bonne surprise de ma création d'Oasis Voyage, c'est que ben, je suis invité comme ce soir à m'exprimer. Il y a toujours un petit peu l'étincelle au fond de moi. Ah bon, on s'intéresse à toi, mais qu'est-ce que les autres sont plus intéressants que toi. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, les autres sont ni plus ni moins intéressants que moi. Simplement, moi, j'ai un message à faire passer, je le communique, et puis chacun le reçoit à sa manière. Et si ça peut l'aider, tant mieux. Et que eux communiquent aussi avec moi, parce que je suis tout à fait preneur des messages qui m'aident à grandir dans ma cohérence antérieure, dans ma vision et dans ma structure personnelle. Est-ce que tu es allé faire un tour dans tes vies antérieures? Est-ce que tu te souviens de tes vies antérieures? Il doit y avoir quand même un rapport aussi avec. Oui, il y a eu beaucoup de. J'ai effectivement ce privilège de côtoyer des personnes hors du commun. Je pense par exemple à Daniel Leroy, avec qui on a beaucoup voyagé en Égypte. Et c'est vrai que j'ai un passé particulier avec l'Égypte. C'est très curieux, mais quand j'ai commencé à travailler pour Nouvelles Frontières, ils m'ont affecté directement à l'Égypte, c'est-à-dire j'étais responsable des circuits initiatives en Égypte. Donc, j'ai dû aller dans ce pays, je ne sais pas, peut-être 30, 40 fois. Et, euh, et c'est clair que quand j'y suis retourné avec des groupes Oasis, donc des groupes vraiment avec une implication spirituelle, une expérience spirituelle, il y a eu des visions très très claires qui me sont venues et qui des fois se sont Superposé, tu vas dire. aidées avec des voyages qui venaient après. J'aime bien raconter mon histoire du Sphinx parce que Vas-y, vas-y. je, Nous, on est tous très, très contents de tout ça. C'est une clientèle. il se trouve que j'ai accès de manière privatisée à tous les temples et tous les musées d'Égypte, même le grand musée du Caire. C'est-à-dire quand j'amène mes groupes, pendant 2 heures, il y a que mon groupe sur tous les temples ou toutes les pyramides que je veux. J'ai ce privilège officiel avec les autorisations à la fois du ministère du Tourisme et du ministère de l'Armée. Et ça, j'ai pu en faire profiter mes animateurs. Un jour, j'avais un groupe que j'avais emmené entre les pattes du Sphinx. Et pendant que l'animateur
faisait sa méditation, moi, dans mon rôle de gardien et de logisticien, j'étais un peu à l'écart et j'avais observé que le sphinx, sur sa partie gauche, vers son flanc, il y avait il a une sorte de soupirail. C'est-à-dire, si vous allez en Égypte, vous regardez le flanc, vous verrez, aile gauche, il y a à peu près un soupirail qui est à peu près grand, on va dire de 80 cm sur 30 cm de haut. Et j'avais regardé ça et j'ai vu que derrière, c'était creux. Et à ce moment-là, je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit. Il se trouve que 6 mois après, j'y retourne avec un autre groupe. C'était le groupe de Daniel Meroy. Et Daniel commence à guider le groupe entre les pattes du sphinx. Et moi, je dis à mon assistant, je vais rentrer dans le sphinx. Si tu ne me vois pas d'ici 1 heure, tu sonnes l'alerte. Lui, il me dit, tu vas rentrer dans le sphinx. Je dis, oui, je vais rentrer dans le sphinx. Et donc, j'avais pris ma lampe de poche et j'ai donc enlevé la grille de ce petit soupirail, quoi, et je suis rentré dans le sphinx. Et j'ai vu de mes propres yeux, et je l'ai même photographié, le couloir qui va en direction de la grande pyramide Khéops. Il existe vraiment. Donc, je suis rentré dans ce couloir. Je n'ai pas été très loin parce qu'au bout de 2 mètres, il y a en grillage avec en gros cadenas qui n'est pas inviolable loin de là, mais qui fait que voilà, on ne peut pas aller plus loin. Il se trouve, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est que j'ai eu aussi, Daniel est intervenu dans la chambre du roi dans Khéops. Et cette grande pyramide de Khéops, donc il y a la chambre du roi qui est en haut. En fait, ce que vous savez peut-être, c'est qu'il y a une autre pyramide inversée, voilà, et que la chambre du roi est en symétrie avec une autre chambre qui se trouve sous la pyramide. Donc, moi, je me suis fait offrir l'accès à cette chambre inversée. Donc, avec un couloir qui est beaucoup plus petit que le couloir qui va à la chambre du roi. Et donc, j'ai accédé à cette chambre qui était en dessous de la pyramide. Et quand je suis arrivé dans cette chambre, j'ai eu cette sensation mais absolument folle. Je me suis dit, mais je suis déjà venu ici. Mais j'ai été absolument saisi par cette sensation d'être venu ici et de ne pas me souvenir quand. Et je reste encore avec cette interrogation. En tout cas, dans cette chambre donc, inversée sous la pyramide, il y a un tunnel que j'ai photographié aussi, parce que j'ai toujours la bonne idée de prendre mon appareil, qui est un tunnel à peu près de 1 mètre de côté et qui fonce en direction du sphinx. Je suis allé dans ce tunnel, donc c'est vraiment physique, c'est réel, en rampant. C'est pas dans ton imagination, c'est pas. Les autres avaient vu aussi ce soupirail, dis-nous. Oui. C'est du lourd, hein, c'est du lourd, hein, c'est du vrai. N'importe qui verra la même chose. J'ai eu le privilège d'y aller, mais c'est vraiment du réel. Et en fait, au bout de ce tunnel, c'était bouché à peu près, je crois, peut-être une dizaine de mètres, quelque chose comme ça. C'était impossible d'avancer. Moi, ce que je pense de ça, c'est que un jour viendra un temps où l'humanité sera, le niveau global de l'humanité, le niveau de conscience globale de l'humanité sera assez mature pour recevoir la révélation de cette connexion entre Khéops et le Sphinx. Peut-être que ça pourrait se faire prochainement, je ne sais pas, je ne veux pas alimenter ce genre de discussion, mais vous savez, beaucoup de gens savent qu'en ce moment, des nouveaux radars existent par rapport aux pyramides et
ils ont pu repérer qu'il y avait des cavités dans la pyramide de Khéops. Et en ce moment, on sent qu'on est sur le point de faire des découvertes sur certains lieux d'Égypte, dont par exemple la tombe de Toutankhamon, où là aussi je suis rentré il y a 20 ans, où il semblerait qu'il y ait une autre pièce qui soit tout à proximité et qui n'ait pas encore été découverte officiellement. Donc je trouve que il y a différents niveaux de lecture avec tout ça. Dans certains côtés, je trouve que je suis à ma place dans cette fonction d'explorateur, d'initiateur ou d'éclaireur de voyage initiatique. Et je trouve que ces lieux-là sont vraiment des lieux importants pour l'humain. J'invite les gens à y aller avec ou pas Oasis, ça n'a aucune importance, mais je dis aux gens, voyagez, 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 parce que c'est vraiment précieux pour soi d'aller vers l'étranger, au sens plus noble du terme, l'étranger, ce qui m'est étranger, ce que je ne comprends pas, ce qui ne m'est pas familier, ce qui m'échappe, parce que dans cette sensation d'inconnu, eh bien, c'est ma vision, je peux grandir. Et pour moi, c'est la beauté du voyage initiatique, c'est parce que pour moi, il y a guère d'occasion plus forte où on est sorti de notre contexte habituel et du coup, on peut percevoir différemment la vie, quoi. Oui, d'ailleurs, tu dis quelque part qu'on n'a pas besoin de prendre d'appareil photo, en fait. Ce qui se passe, c'est que l'âme grandit dans tes voyages. Hein? J'aime dire, aujourd'hui, il y a quelque chose qui change dans la manière de voyager. On voit de plus en plus de gens voyager sans appareil photo, alors qu'on connaît tous des gens, et nous-mêmes on l'a fait, revenir de voyage avec des centaines, quand ce n'est pas des milliers de photos, que finalement on ne regarde jamais et qu'on ne montre à personne, parce que finalement ce n'est pas possible de montrer autant de photos. Mais moi je vois de plus en plus dans mes groupes des gens qui font même presque attention à ne rien mémoriser. Et moi qui suis aussi un ancien photographe, c'est-à-dire j'avais vraiment tous mes équipements et j'avais cadré, je venais en repérage, regarder la lumière, etc. En fait, il y a une époque de ma vie où je voyageais deux fois, une fois pour l'appareil photo et une fois pour moi. Voilà, c'est tout à fait ça. On oublie quand on regarde dans l'objectif, on oublie d'être, de ressentir. Ça mène distance, et aujourd'hui, quand je vis des moments forts, je fais exprès de ne pas photographier parce que de toute façon, c'est une quête qui est vaine. Et justement, je trouve que c'est précieux de se relier au moment présent, comme quand, par exemple, nous partons au Bhoutan et qu'on construit en mandala et que avec tous ces pigments de peinture et qu'on va faire une figure d'une divinité, par exemple, et que c'est superbe, c'est magnifique, et puis on détruit le mandala. Et je trouve que c'est plein de sagesse. C'est plein de sagesse parce qu'on connecte à l'impermanence et puis qu'on connecte au fait que chaque instant est précieux et qu'on ne peut pas figer et mettre en conserve en instant, en le photographiant, en le filmant. Ça, c'est une tentative vaine et qu'au contraire, ça nous amène à vraiment être présent. Et pour moi, c'est vrai que dans mes voyages, j'ai eu des fois l'impression de vivre des miracles où il y a eu des moments où mon cœur était tellement ouvert que même s'il ne se passait pas a priori quelque chose de spectaculaire,
c'est juste le beau cadeau, quoi. Je me souviens du dernier voyage là, que j'ai fait en mars en Polynésie, enfin plus exactement à l'île de Pâques. Oui. Euh, à la fin du voyage, mais entre nous, on se voyait, on se disait rien, et ça nous arrivait de nous prendre dans les bras pour communier. Euh, Quelque chose que les mots ne peuvent pas qualifier. Et pour moi, ressentir ça, c'est le cadeau d'une vie, c'est les cadeaux d'une vie. Et c'est ce que je fais tout pour co-créer, pour appeler plutôt dans mes groupes. Moi, comme je dis, je ne propose pas des voyages initiatiques parce que ça serait prétentieux. Je propose des voyages à potentiel initiatique, c'est-à-dire je fais ce que je peux par la sélection de lieux, d'itinéraires, Mm. d'interventions, peut-être de guérisseurs, de grands prêtres, de maîtres, pour créer un espace de conscience porteur. Mm. Après, chaque voyageur va en faire ce qu'il a envie d'en faire. Il y en a qui en font leur expérience d'une vie et ça va peut-être les changer pour toute leur vie. D'autres vont passer, comme je dis, idem à travers ça. Mais moi, je suis là pour justement créer un contexte favorisant, éveillant et créateur. Et, et c'est vrai que j'adore mon métier. Enfin, c'est même pas un métier, c'est une mission peut-être. Enfin, en tout cas, c'est ma place. Elle est magnifique, ta place, hein. Mais c'est vrai que c'est la place d'Éric Grange et, euh, et certainement pas celle d'un autre parce que c'est vraiment incroyable la façon dont tu parles. Tu vois même, j'ai même plus de questions à te poser tellement, quand j'en ai eu, tu me réponds directement, c'est tellement merveilleux ce que tu dis, ça va tellement au-delà du voyage, mais également du voyage initiatique, ce que tu nous dis. L'idée, voilà, ça va au-delà de l'idée qu'on se fait du voyage initiatique. Parce que Oui, c'est plein de ressentis, c'est plein de. On a l'impression que qu'on monte en vibration à chaque voyage. Je ne sais pas si tu vas nous dire que c'est ce que tu es en train de nous raconter, mais vous n'êtes plus sur la même planète là. Vous montez en vibration lors oui. de ces voyages. Il y a eu plusieurs fois cette sensation où je me suis dit on est plus sur la même planète. Euh, En fait, c'est assez difficile à expliquer rationnellement, mais j'ai l'impression, comment dire, d'être accompagné, je le dis avec humilité, dans cette mission, parce que je vois comment se font les synchronicités. Au début, quand j'ai créé Oasis, je me souviens, il me venait des idées de destination. Je me souviens le tout premier voyage en Terre Sainte, donc en Israël, qui m'est venu. J'étais en train de préparer ça. Et puis, je me trouvais dans le TGV, sur un carré, et puis il y avait trois rabbins en face de moi. Il n'y a pas eu d'échange verbal, mais il y a eu des clins d'œil comme ça. Et, et plusieurs fois, il y a eu comme ça je dirais des poteaux indicateurs dans ma vie qui m'ont dit, ben voilà, ton prochain voyage va ici. Et c'est vrai que, par exemple, quand je suis allé à l'île de Pâques pour repérer, à distance, je n'arrivais pas finalement à connecter. Pourtant, j'étais en contact avec beaucoup de Français sur place, il y en a 22. Et il y avait quelque chose qui m'empêchait de monter ce voyage à distance. Donc, du coup, j'ai pris un avion et je suis allé sur place. J'ai mis beaucoup de temps avant de partir pour trouver un hôtel parce que je m'y suis pris du style en bon agent de voyage, je réserve pour demain mon billet d'avion. Et du coup, je cherche un hôtel disponible à l'île de Pâques, comme tout, il n'y a pas assez d'hôtels. Bref, je finis par trouver une chambre d'hôtel et puis quelqu'un vient me chercher à l'aéroport. Et ce quelqu'un, euh, Régis, en fait, est originaire d'Ardèche, comme moi, juste à côté.
Et c'est un militaire à la retraite. Et je lui dis pourquoi je viens pour préparer mon voyage, que je m'intéresse aux traditions spirituelles. Et lui, il me dit, écoute, moi, je suis en scientifique, je ne crois que ce que je vois. Tes trucs, j'y comprends rien. Il Ouais. dit ça. Mais en même temps, il y a un courant de sympathie qui passe entre nous. Mhm. Je lui dis, OK, toi, c'est pas ton truc, mais tu connais des gens, puisque sur une île, tout le monde se connaît. Il me dit, bah oui, je connais tout le monde. Et je lui dis, bah, qui c'est qui pourrait me mettre en connexion avec les lieux sacrés? Et il me dit, ah, bah, il y a Cathy, entre autres, c'est une Suissesse, mais bon, elle n'a pas de téléphone, elle vit au nord de l'île. Bon, on va voir, si je la vois au marché, je lui dirai que tu es là. Bon, il faut quand même savoir que j'y suis que pour 10 jours Bon, bref, les 3-4 premiers jours, ben, je vais visiter les lieux et je dis au plus de gens possible pourquoi je suis là. Et il se passe quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que au bout de 5-6 jours, toute l'île savait qu'il y avait un Français qui venait faire un repérage de voyage ésotérique. C'est comme ça qu'il l'avait dit. Et du coup, quand j'étais à l'hôtel, ben, des fois, j'avais des gens pour le soir, surtout auprès du dîner ou après le dîner, style vers 7h30, 8h le soir, il y avait des gens qui venaient me voir. Et là, j'ai trouvé des gens de Lille qui m'ont parlé que, par exemple, ils vivaient dans les grottes, qu'ils faisaient des rituels dans les grottes. Ah Euh, et et j'ai eu accès à une première partie de l'histoire spirituelle de Rapa Nui. Toutefois, il y avait encore des zones sur lesquelles j'avais pas toutes les réponses à mes questions. Et il faut savoir que en Polynésie, la spiritualité peut avoir un côté tabou, c'est-à-dire ça se mérite. Quand on nous montre certains rituels, c'est pas montré à tout le monde. Certaines connaissances, on ne les partage pas à tout le monde. Il y a beaucoup de discernement, à qui je partage mes connaissances, mes intuitions, euh, mes connexions, ce qui du reste est une grande règle spirituelle, hein, tous les maîtres savent ça, de faire attention, nos connaissances, finalement, quand est-ce qu'on peut les partager et quand est-ce qu'il vaut mieux les contenir. Euh, on voit ça beaucoup au niveau des dons aussi. Et en tout état de cause, j'ai eu accès en premier niveau, on va dire, d'intimité spirituelle, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de retenu. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que au bout de 10 jours, ben, je devais repartir, donc j'avais quand même eu plusieurs contacts, j'avais eu plusieurs pistes, peut-être suffisamment pour monter en voyage, mais au fond de moi, je sentais que je n'avais pas accédé au Saint Graal, si l'on peut dire. ouais, ouais. Et en fait, quand la, Appa, qui est donc la femme qui était parmi mes dernières guides, qui m'avait montré certains lieux mystiques sur l'île, m'a ramené à l'aéroport. C'est juste absolument incroyable cette histoire, mais il y avait en papier blanc sur le petit aéroport de Rapa Nui où il y a un avion par jour, en disant vol retardé de 6 heures. Donc, du coup, on est rentré chez elle pour passer ces 6 heures. Et là, il y a eu un gars qui est venu, Arturo, qui lui, comment dire, il a entre autres retrouvé en canalisation toutes les danses de Rapa Nui, puisque l'histoire de Rapa Nui a été perdue à un moment donné suite aux invasions, aux maladies, etc. Lui, en canalisation, il a retrouvé tout ça. Et là, j'ai eu la sensation de
d'avoir le maillon qui me manquait. Et j'ai compris qu'en fait, euh, le lâcher-prise, c'était quelque chose, parce que j'étais tellement peut-être tendu, je le dis simplement, pour trouver les personnes inspirées de l'île, tendues vers cet objectif, que cette tension, finalement, m'empêchait en accès. Et c'est au moment où, avec cette petite pirouette de l'avion qui était retardée, où je m'étais dit, bon, ben, je laisse tomber finalement, j'aurais que 50% de ce que je souhaitais avoir, et j'aurais pas le reste. C'est au moment où j'ai vraiment lâché prise, que je dirais, La pièce manquante, la pièce principale est arrivée. voilà, que certains secrets de Rapa Nui m'ont été offerts. Et de là, ça a ouvert les portes à nos voyages à Rapa Nui. Donc, c'est pour dire qu'en fait, le repérage dans Voyage Initiatique est très initiatique pour moi. Et ça, j'ai pas toujours. Je te remercie de me donner l'occasion de témoigner là-dessus parce que j'ai pas toujours le temps de le faire. Et puis, quand des mois après ou un an, 2 ans après, je vois mon groupe avec moi, j'ai pas toujours. Je me donne pas toujours l'occasion de leur expliquer toute l'histoire parce que eux sont dans leur processus et que finalement, peut-être ça les intéresse, peut-être plus ou moins, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de, comment dire, mon travail, je joue avec du visible et de l'invisible. Et il y a des fois des idées qui me viennent, parfois un rêve, parfois sous forme de rencontre, parfois sous forme de courrier électronique, peu importe. Euh, Ouais. je vois que, comment dire, c'est pas moi qui crée Oasis Voyage. Je suis un ouvrier qui coordonne, qui reçoit des informations à différents niveaux et puis qui les restitue. Et puis, il faut bien qu'il y ait quelqu'un quelque part qui retrousse les manches, qui réserve les avions, les hôtels et qui fasse des programmes. Donc, je suis à cet endroit-là. Mais en connexion, je pense, avec des dimensions larges. Et ce qui est important aussi pour moi à expérimenter, c'est que chaque fois que Oasis a grossi et que mon niveau de travail a augmenté, j'ai vu que je perdais ma connexion et que pour la retrouver, j'ai dû recruter des gens, déléguer, me réorganiser, remettre de l'oxygène dans mon emploi du temps. Et à ce moment-là, j'ai revu les intuitions, les synchronicités, les messages arrivés. Donc, c'est très intéressant. Je me livre tel que je suis. Hein. Je compte, Ah, c'est merveilleux. Écoute, moi, j'aurais rêvé d'une conférence comme ça. Je ne sais même plus quoi dire, même plus quoi que te poser. Je préfère que tu parles parce que c'est merveilleux. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Et, mais je me souviens d'il y a un an, tu m'avais dit là, tu étais vraiment, t'en pouvais plus, quoi. Il fallait que tu trouves des solutions. Alors peut-être que tu les as trouvées dans cette année, c'est ça? Tu as trouvé d'autres collaborateurs et tu as. je dirais, déjà, j'ai recruté 3 nouvelles personnes. Ouais. C'est vrai que, par exemple, pour donner, c'est vraiment très curieux parce que il y a vraiment des synchronicités incroyables. La dernière personne que j'ai recrutée donc s'appelle Perrine et en fait j'ai reçu une candidature de Colombie. Euh, j'ai dit bon vous êtes en Colombie. C'est une Française qui travaillait pour l'université de Cali en Colombie et je lui dis, mais vous voulez venir en France, quitter la Colombie? Elle me dit, non, non, je ne veux pas venir en France, ni quitter la Colombie, je veux travailler pour Oasis Voyage. Euh, je lui dis, mais vous êtes prêt à démissionner? Elle me dit, mais vous me faites un contrat, je viens. Et puis, donc, du coup, je dis, bah, écoutez, je vais à l'île de Pâques au mois de mars, ça se passait en février. On va se rencontrer à Santiago de Chili, finalement, c'est qu'à 5 heures d'avion de chez vous. Donc, du coup,
on a fait notre entretien d'embauche à Santiago du Chili. Et puis finalement, c'était une personne qui avait tout à fait sa place chez nous, qui a fait tout son cursus personnel en Colombie. Mais j'ai trouvé ce clin de maintenant, elle est sur Lyon, elle est embauchée chez Oasis depuis un mois. C'est un petit clin d'œil pour dire que, comment dire, je suis invité à lâcher prise. Le lâcher prise, c'est infini. Il n'y a pas un moment donné, tiens, je lâche prise, ça y est, j'y suis. On peut toujours plus lâcher prise. C'est une voie infinie parce que Dieu est infini. Et je m'aperçois que je suis invité, la vie m'invite à toujours plus de confiance, de conscience, les mots sont voisins, parce que en tout cas, quand on est à sa place, et là aussi, on peut toujours être plus à sa place. Il n'y a pas un moment donné, on est à sa place définitivement. La place, elle bouge, elle évolue, et on peut tout le temps être un peu plus à sa place, être un peu plus fin dans ses choix, dans ses ajustements. Je m'aperçois que tout se met en résonance autour. Et ça, c'est un point important dans ma démarche personnelle, c'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai travaillé sur l'être, c'est-à-dire les thérapies, les séminaires, tout ça, j'ai travaillé sur l'être. Ma vie a changé quand j'ai commencé à travailler sur agir. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais, Nadia, et que je trouve ça, j'ai beaucoup d'admiration, et en plus tu le fais bénévolement et tu amènes quelque chose à l'humanité à travers ta télé. J'aime beaucoup parce que tu es dans une action. Et moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Sortez de votre zafou et de votre méditation et faites quelque chose, n'importe quoi, ce qui vous plaît, faites-le, même si c'est à toute petite échelle, faites-le, parce que moi, j'ai commencé Oasis avec des petites choses. J'organisais des soirées, j'organisais des week-ends. Après, j'ai organisé des concerts. À Lyon, j'ai fait venir, par exemple, des après-demain les week-ends, il y a déjà une dizaine d'années. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de voyage. J'ai dit, mais je sais organiser des voyages. C'était Margot Anand. Et de là, hop, il y a eu un flash. Ah bah tiens, j'ai fait un voyage, mais tiens, si j'en ferais 2 et si j'en ferais 3. Mais si je n'avais pas commencé par mes petits espaces de soirée, on va dire, d'éveil de conscience avec les copains, les copines, et sans aucune prétention, j'aurais pas enclenché mon mouvement. Et aujourd'hui, je dirais, si j'ai un message à transmettre, c'est agissez, quoi. Sortez du zafou et agissez, de travailler, œuvrez, faites vos cartes de visite, faites vos sites internet, expérimentez vos idées, trompez-vous, ça fait partie du processus. Abandonnez, ça fait partie du processus parce que les portes vont s'ouvrir et que la chance sourit aux audacieux. Qu'est-ce que j'aime comme tu parles, Eric. Tu sais que je reçois, là, je fais 2-3 conférences par semaine depuis 1 an, et c'est vrai qu'on parle énormément de méditation, de ne plus être dans le faire, mais d'être dans l'être. Et toi, après avoir été dans l'être, tu nous retournes la situation. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que tu sais très bien que je suis dans l'agir, beaucoup, beaucoup. Et que malgré, parce que la vie a été comme ça pour moi, parce qu'il a fallu tout le temps que je soulève des montagnes, mais malgré ça, moi, j'ai toujours été connectée. J'ai pas eu besoin de méditer, moi. J'ai toujours été connectée. Alors, c'est vrai que j'aimerais être un peu moins dans l'agir et plus me ressentir. Mais de toute façon, connectée, on l'est. On l'est quand on est dans l'agir comme ça. Et puis, il faut que, si on ne fait pas le premier pas, l'univers ne nous aidera pas. C'est important. Moi, ma vie a changé à partir du moment où j'ai créé quelque chose qui allait devenir Oasis, mais je ne le savais pas. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, c'est urgent d'agir. Et je vois, je suis en connexion, par exemple, avec Oasis, on a des actions
humanitaires, j'aime pas trop ce mot, mais enfin des actions d'aide, on va dire plutôt. Et par exemple, je suis en contact avec Éric Julien qui soutient les Indiens Kogi à se réapproprier leurs terres, ou avec Marianne Sébastien qui œuvre pour les enfants de Bolivie. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est urgent d'agir. C'est-à-dire, je sais bien en méditant, on participe à la paix dans le monde. Mais je suis un peu partiel par rapport à ça. C'est-à-dire que je préfère faire une petite action plutôt qu'une grosse méditation. Parce que cette petite action, c'est le pas qu'il faut. Et aujourd'hui, dans le contexte mondial où nous sommes, je crois qu'il faut qu'on sorte de notre zafou et que l'on pose des jalons. Toi, tu le fais très bien avec ta télé, c'est ton jalon. D'autres le font à leur manière. Et je trouve que c'est vraiment important d'y aller. Et pour moi, dans ma vie, quand j'ai commencé à oser mes idées à moi, c'est-à-dire il y a 10 ans, créer des espaces de plaisir et de conscience. Je les ai créés parce que personne d'autre les faisait à l'époque. S'il y en avait d'autres qui les avaient fait, ben j'y serais allé. Mais en fait, je me rends compte que non seulement ça m'a permis de façon immédiate d'amener une toute petite contribution à l'humanité, mais en plus, j'ai pu me mettre en mouvement et petit à petit trouver ma place dans ce monde-là. Et aujourd'hui, ben c'est vrai que Oasis Voyage, c'est pratiquement 1500 personnes qui chaque année voyagent avec Oasis Voyage. J'aurais jamais pensé ça il y a 10 ans. Donc il y a 1500 personnes qui vont passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines avec Oasis pour s'offrir en cadeau et en cadeau de conscience. Et j'aime ça autant pour eux que pour comment dire, nos partenaires locaux à qui, bien sûr, on amène de l'énergie financière, parce que c'est ce qu'on a en Occident, même si on en a de moins en moins, on en a encore des fois mieux que beaucoup de gens dans le monde, mais on leur permet aussi de maintenir leur tradition spirituelle. Moi, je vois, et on a eu des cadeaux absolument somptueux. Le dernier groupe que j'ai eu au Bhoutan, où Marion, ma collaboratrice, est partie avec Alexandre Ducas en intervenant de longue date en France. Ben, ils ont rencontré la reine-mère et son petit-fils, c'est-à-dire l'héritier du trône, qui est venu les voir lors du grand festival à la capitale du Bhoutan. C'est peut-être pas grand-chose, mais j'ai trouvé ça très sympa, comme quand on a fait le premier voyage en Birmanie, on a été reçu 3 minutes dans la rue, mais peu importe, par Aung San Suu Kyi, quoi. Et comme quand on a fait le premier voyage au Ladakh, en 2 fois, on a pu croiser le Dalai Lama, qui, même si c'était de manière, je dirais, impromptue et non formelle, ça s'est fait 2 fois. 2 matins, on s'est élevé à 6 heures du matin pour l'attendre au sortir de sa résidence d'été au Ladakh. Et 2 fois, il est venu dans nos groupes, mais même pour juste qu'une parole, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là. Ça a duré pas plus de temps que ce que je te le dis, mais en même temps, c'est des clins d'œil absolument savoureux et ça j'adore. Mais c'est parce que tu as tissé avant quelque chose d'extraordinaire, Eric. C'est parce que c'est tissé, c'est travailler, mais pas travailler sur la feuille aussi, parce que je sais que tu travailles également beaucoup, hein, que étais vraiment très, très carré. Mais c'est comme travailler dans l'espace. Voilà ce que je ressens. Tu vois, tu le travailles, tu tisses ton voyage avant. Euh, 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 dans l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Je le ressens comme ça. Je pense. C'est en conscience, peut-être avec la conscience que tu arrives à faire quelque chose comme ça. Et donc, les connexions se font. Et tout arrive.
Et voilà, et le merveilleux arrive dans tes voyages. Ça, c'est le cadeau. Je, comment dire, j'ai beaucoup d'humilité, de gratitude là-dessus parce que la grâce, le divin, c'est une invitation, et on l'appelle, je trouve que c'est le, on est toujours en enfant devant Dieu. J'ai entendu cette parole une fois et je trouve que que le chemin initiatique, c'est vraiment un chemin de profonde humilité, euh, en se souvenant que le mot sacré et le mot secret ont la même étymologie, c'est-à-dire qu'il y a des espaces spirituels ou des connexions spirituelles. Ce sont beaucoup les Balinais qui m'ont appris ça, euh, que, que l'on ne peut pas partager par les mots et que du coup, il y a quelque chose qui s'enduit peut-être, qui se suggère, une connivence, une complicité. C'est notamment l'un des mon guérisseur à Bali depuis une dizaine d'années, et qui, sans jamais m'en parler, a été quelque part pour moi comme un initiateur, parce qu'il a pu me faire sentir des plans que l'on ne peut pas expliquer. Et la deuxième personne qui a été très importante dans ma vie, qui à la fois me manque et qui à la fois m'accompagne encore, c'est Arnaud Desjardins. C'est quelqu'un que j'ai eu le bonheur de croiser dans ma vie brièvement, mais pour moi, ça fait partie de l'une des personnes les plus éveillées que j'ai pu avoir le bonheur de rencontrer. Et c'est vrai que ces personnes-là, ce guérisseur-là, tout à fait inconnu, Arnaud Desjardins, plus connu, euh, en, grâce à eux, j'ai capté quelque chose de l'ordre de l'indicible, que, dont je perds parfois la connexion parce que dans ma vie, ben voilà, je suis à ce niveau-là, quoi, et que je suis loin encore de l'éveil total, mais j'ai des fois ces moments de reliance profonde qui rendent la vie particulièrement intense et savoureuse. Et ça, c'est le grand cadeau que je souhaite à tout le monde parce qu'on caresse une dimension qui est la dimension ultime, quoi. Oui, c'est ça, On comme tu dis. peut parler de ça. Non, mais c'est merveilleux. Caresser une dimension, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Voilà. C'est comme si tu caressais une autre dimension et tu la fais partager aux autres. Bon, enfin, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Je veux dire, c'est même pas des voyages initiatiques, quoi. Comment on peut les appeler, tes voyages? C'est même pas ça, ça va au-delà. Ça va au-delà. Euh, c'est tellement beau ce que tu dis que j'ai peur de te poser des questions pour casser cette magie. Et en fait, toutes les questions que j'ai envie de te poser, blop, tu arrives dessus et c'est incroyable. Et j'aurais voulu que tu nous parles un petit peu plus de Bali, peut-être, je ne sais pas, de nous dire des choses incroyables qui sont arrivées. Et, ou, enfin, tu nous as parlé de l'Égypte et, des personnes extraordinaires qui sont avec toi, des conférenciers qui partagent. Je sais que Sophie Gedjimete va nous faire un voyage en Terre Sainte dans pas longtemps avec toi. Hein, je ne sais pas si tu seras avec elle. Je l'espère. Ouais, tu ne peux pas être partout, hein, c'est sûr. Et voilà, si tu peux encore nous parler un petit peu de cette magie. Je ne voudrais pas te casser du tout et je voudrais que tu restes dans cette magie de lieux et de personnes. Oui, ça c'est beau. J'ai beaucoup de gratitude envers les intervenants qui choisissent Oasis parce que ce sont des choix de cœur avant tout. Ouais. Et ce sont des gens que j'aime et qui, pour moi, sont de grande qualité. C'est vrai que Sophie Gatchmete, c'est quelqu'un que j'ai rencontré le 18 janvier 2015. C'était
pour le sommet de la conscience là, organisé par Sophie Andrieux. C'était le jour de mes 50 ans aussi, c'était une belle synchronicité. Elle était assise à côté de moi et du coup, voilà, on a échangé quelques mots et je lui ai laissé ma carte et de là, c'est enclenché quelque chose, mais ça s'est enclenché d'une manière très, très légère et c'est comme ça que j'aime relationner avec la vie, c'est-à-dire je ne, comment dire, je ne démarche pas les animateurs ou les intervenants. Je m'aperçois que la vie, des fois, je pense à quelqu'un et des fois, tiens, au sortir d'une conférence où quelqu'un nous met en lien. Et j'aime beaucoup quand ce mouvement se fait comme ça. Et puis après, s'il y a un désir de voyage qui arrive, eh ben, on l'accompagne. Je sais que je travaille depuis très longtemps avec Maud Séjournant. Maud, je la connais depuis très longtemps. On a mis des années avant de finalement se dire bah, tiens, on va faire un voyage parce que elle a son univers qui tourne bien. Moi, j'avais mon univers qui m'occupait bien. Et puis, quelque part, on avait ce projet de voyage qui était un petit peu dans l'air, mais on a pris notre temps. C'est dans l'air, en fait. Voilà, c'est ça ce que je ressens avec toi. C'est que tu as des choses, quand je te disais dans l'espace, c'est ça que je ressens. C'est que tu as des choses en l'air comme ça, tu vois. Et tout d'un coup, j'ai fait un tableau hein, comme ça. C'est pour ça que vraiment, je suis dans ce que je suis en train de te dire. Euh, et, euh, et donc, c'est dans l'air avec toi et comme des plumes, tu vois, et ça arrive et quelquefois, il se passe, voilà, voyage. Et voilà, tu poses les choses et puis tu laisses aller, tu laisses venir et il se passe quelque chose de magique. Voilà, c'est dans l'air, c'est ça. Ça, tu surfes un peu, mais gentiment, tu laisses surfer. C'est l'alliance du yin et du yang, c'est-à-dire que euh, ça, c'est une respiration, le travail. On a besoin de temps yin où effectivement on est peut-être sur notre zafou ou en train de se balader dans la nature ou peut-être de faire attention à nos rêves. Ça, c'est le moment yin où on est réceptif à la guidance. Et des fois, on est yang parce que le site internet ne va pas se construire tout seul, parce que les cartes de visite ne vont pas se faire toutes seules, et que là, eh ben, on rentre un peu dans une réalité terrestre, mais qui est bienfaisante aussi, parce que dans cette réalité-là, on se rencontre, et des fois ça va plus vite qu'on croyait, des fois ça va moins vite. Ça, c'est pour le cas pour tout le monde. Et je trouve que c'est assez beau. Moi, Oasis m'a beaucoup fait grandir. C'est vrai, comme tu l'as entendu, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas. Et par nécessité, en étant, on va dire, capitaine du bateau Oasis, j'étais amené à parler. Alors, j'ai relevé le challenge parce que pour moi, c'est tellement fort et tellement puissant de faire avancer le bateau Oasis que faut être capable de parler en public. Et des fois, je me suis trouvé devant 1000 personnes, et ben, j'avais peur, et ben, je me suis jeté à l'eau, et puis finalement, en se jetant à l'eau, on se met à nager, on se pose plus de questions, et puis on avance, quoi. C'est ça qu'il y a de beau, c'est que quelque part, le bon Dieu m'a aussi donné un bon coup de pied aux fesses avec Oasis. Et m'a invité à aller plus loin que mes limites. Et ça, c'est vraiment très, très, très beau, quoi. Tu veux nous parler un peu de qui encore, de quelqu'un, de Daniel Moi, tu veux nous parler il y a quelqu'un qui a participé au tout premier voyage que j'ai organisé en 2005. J'ai vu arriver une inscription des États-Unis sur un groupe qu'on faisait à Bali à l'époque avec Margot Anand. Et cet homme-là semblait avoir une certaine sagesse. Et à la fin du voyage, il me dit est-ce que je peux prendre le petit déjeuner avec toi? Je dis mais bien sûr, pourquoi cette question? Et il me dit ben voilà, j'ai une grosse école aux États-Unis, j'ai vu comment tu organises des voyages, j'aimerais que tu organises des voyages pour moi. Alors j'étais un peu surpris, il m'a donné sa carte de visite, donc il s'appelait Don Ernesto Ortiz, il travaille sur les mémoires akashiques. Et
du coup, j'ai organisé des groupes pour lui, pour son public anglo-saxon, donc in English en plus, et en Ah, particulier à Bali. Et du coup, je me suis formé donc à son initiation au mémoire akashique avec lui. Et ça a été, il s'est passé quelque chose de très important parce que c'était à l'époque où je démarrais avec Oasis Voyage et donc je me posais beaucoup de questions parce que quand on est chef d'entreprise, on a toute liberté, mais en même temps, on a toute responsabilité. Et puis, les fruits ou les conséquences sont tout de suite là, quoi. Si on fait fausse route, on le comprend vite. Si on est sur la bonne route, on le comprend vite aussi, quoi. Et du coup, je me posais beaucoup de questions. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé cet outil des mémoires akashiques pour me guider. Et effectivement, ça a été très, très précieux. Et les années ont passé. Et après, j'ai dit à Ernesto Ortiz, mais ton outil d'initiation mémoire akashique, je vois qu'il n'existe pas en France. On pourrait essayer de faire un stage en France. Et j'avais réservé un petit gîte d'une quinzaine de personnes vers Grenoble. Et on a eu 52 inscriptions. On a été au domaine du Taillet à l'époque, qui est un grand centre d'accueil d'éveil de conscience en France. Et là, c'était de quelque chose de remarquable. Et du coup, Ernesto Ortiz, maintenant, est de plus en plus connu en France. Il a publié un livre, je vais vous le montrer. Euh, je ne l'ai pas préparé, ça me vient juste maintenant. C'est sur les mémoires akashiques de Ernesto Ortiz. Donc, c'est très Daniel, donc c'est paru en janvier. Et c'est quelqu'un sur lequel, moi, qui m'a beaucoup inspiré, quoi, parce que Ernesto, c'est pour moi quelqu'un c'est ton être d'amour et c'est ton être aujourd'hui. Euh, Oasis a dû lui amener, je crois, plus de 1000 stagiaires, on avait calculé ça. Et je suis très content qu'il y ait autant de gens en France qui découvrent Ernesto et qui utilisent donc les mémoires akashiques pour guider leur vie. Et ça, c'est quelque chose de très, très précieux. Moi, juste pour dire un petit mot justement sur comment cet outil des mémoires akashiques a pu m'aider, c'est que je me suis rendu compte que des fois, quand je posais mes questions, j'avais des invitations à faire certaines actions. Et des fois, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on m'a invité à aller là, et puis là, et puis là, et qu'on aurait pu me dire déjà la réponse finale tout de suite. Je me suis rendu compte, ce qu'on appelle les maîtres akashiques, le terme c'est un terme un peu peut-être approximatif pour définir cette dimension supérieure, mais que ces maîtres akashiques me faisaient passer à des endroits où j'étais capable, dans l'humanité que j'étais, de pouvoir accueillir la réponse. Parce que cette réponse finale, finalement, je n'étais pas forcément prêt pour l'entendre. Donc, il me faisait passer par des étapes intermédiaires. Et là, j'ai compris, on parle beaucoup de l'amour divin, et moi, j'aimerais parler de l'intelligence divine, de l'intelligence au sens de l'esprit, qui va nous faire passer par des endroits parce que elle nous caresse un petit peu dans un certain sens pour prendre soin de nous et faire en sorte que on soit en mesure de faire peut-être 3 petits pas plutôt que de se planter à faire un gros pas qui va nous dépasser, qu'on ne va pas comprendre ou sur lequel on va trébucher. Et ça, pour moi, ça a été une grande leçon d'humilité, c'est-à-dire que par rapport aux dimensions de nous qui peuvent être parfois dans la crispation ou dans la crainte ou la peur, voilà, de se sentir sécurisé pour faire un petit pas dans un sens, puis dans un autre, pour se dire, ah mais oui, finalement, là, il y a un gros bloc qui peut partir, quoi. Donc ça, c'est Ernesto Ortiz. Comme tu m'offres l'occasion de parler de quelqu'un, c'est vrai que j'en profite pour attirer l'attention sur ce monsieur parce que ça a été, et c'est encore quelqu'un d'important dans ma vie. Moi, je dirais,
l'une des terres qui m'a le plus nourri, c'est Bali, parce qu'en fait, c'est un système social qui est basé sur la spiritualité. Donc, on peut se rendre compte de ce que peut être une société qui passe, qui intègre, qui implante la spiritualité au premier plan. Et ça, c'est absolument incroyable, puisque le Balinais, du moment où il sort du ventre de sa mère, et même avant, on va dire, il est dans un continuum spirituel qui est fait d'offrandes, qui est fait de purification, qui est fait de bénédiction. Et toute sa vie, il est dans un collectif. Et c'est ce qui est intéressant pour moi à Bali, c'est que la spiritualité n'est pas individuelle, elle est collective. Et ce qui est très curieux à Bali, c'est que quand les gens ont un problème et qu'ils vont consulter le guérisseur, ils emmènent toute la famille avec eux, quoi. C'est-à-dire que si un individu d'une famille a un problème, c'est le problème de toute la famille. Ça, je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est merveilleux. C'est comme l'esprit de groupe chez les animaux, non? Un petit peu. Ça fait un peu penser à ça. Ils ont l'esprit groupe en spiritualité. C'est C'est tout à fait l'intelligence une du autre groupe. façon de voir et dire que nous, on pense qu'on est enfin, supérieur et oh, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, en fait. Voilà, ils y sont arrivés. Mais en fait, eux, ils n'ont jamais dévié. Ça a toujours été comme ça. À Bali, tu connais bien, ça a toujours été comme ça. Ils n'ont jamais dévié de leur tradition. C'est très enraciné parce qu'il faut imaginer que ça fait des siècles que c'est comme ça et c'est des siècles de tradition. Ça peut pas changer du jour au lendemain parce que tous les événements de la vie font l'objet de cérémonies, la naissance, la puberté, le mariage, tout ça. Et c'est des cérémonies très complètes, des fois sur plusieurs jours, et qui demandent plusieurs jours de préparation. Donc en fait, en balinais, ils passent la moitié de l'année à préparer des offrandes, à faire des prières ou à se purifier dans les eaux sacrées. Donc je peux vous dire que ça se sent. Moi, la première fois que j'étais à Bali, j'ai Ouais, descendu sur le tarmac et il y a quelque chose qui s'est détendu en moi. Je me suis dit, tiens, c'est comme si j'étais à la maison, je ne connais pas cet endroit, et c'est comme si j'étais à la maison. Et ça, c'est très, très beau. Moi, j'invite beaucoup de gens à aller à Bali, vraiment découvrir ce collectif spirituel qui, pour moi, est très précieux. Oui. si avec ça, on part pas à Bali. J'aurais voulu quand même euh, donc donner des petits messages gentils. Donc oui, on avait José Robichaud qui a dû te faire une mélodie d'âme. Elle m'a dit cette fois-ci, je lui ai fait avant. Parce qu'en général, une personne passe en conférence et puis pouf, ça y est, elle a le déclic. Et là, donc, ça, il dit, allez, pour une fois, je la fais avant. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très beau. C'était très beau parce que, en fait, puisque José m'écoute, Oui, euh, ça, c'est venu caresser le rire de l'enfant intérieur. Je l'ai écouté trois, quatre fois et je me suis dit, c'est incroyable. C'est comme si cette mélodie rentrait par l'adulte et qu'elle allait chercher l'enfant intérieur. Parce que à la fin, je riais. Et je trouve ça très, très beau. Je ne sais pas comment elle a fait pour, ouais, pour aller se c'est connecter à ça. bon. Bah, elle va être contente d'entendre ça, je te le dis. Voilà. On a Lionel qui nous dit donc, donc Lionel, elle était là hier soir avec son étoile naissance. On a fait une conférence de 3 heures. On n'en pouvait plus à la fin. De 2 heures, mais elle était vraiment très intense. Bonsoir Lorena Diani, gratitude pour cette conférence, avec joie de partager ce moment avec vous tous, merveilleux solstice. Après, elle nous dit gratitude pour cette sincérité de partage d'expérience. Oui, l'écoute de soi et l'action. Gardez confiance en la vie. Merci. Après, elle nous dit passionnant. Et ce que je voulais te poser comme question, donc je saisis l'occasion. Avez-vous déjà partagé vos photos et toutes vos expériences fabuleuses dans un livre? Sinon, dans vos projets. Voilà. C'est- On m'a invité à le faire. Il faut que je trouve le temps. En tout cas, si vous allez sur mon site oasisvoyage.com, il y a une chaîne YouTube et là-dessus, il y a quantité de vidéos justement
notamment de guérisseurs de Bali, etc. Et si vous allez sur le blog, c'est voyage-initiative.com. Là-dessus, il y a pas mal de photos de voyageurs aussi sur nos voyages. C'est sûr que le livre, j'y pense, mais écrire en livre, ça aussi, faut le décider. Je le ferai un jour. En tout cas, c'était une évidence pour moi. Oh, 22-22, je regarde l'heure, il est 22-22, dit 21 juin, 22-22, c'est fou ça. 22, 22. Enfin, ça coïncidé. Et c'était une évidence pour moi tout à l'heure de te le demander parce que c'est une évidence pour moi que tu vas écrire un livre. Enfin, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait… Bien sûr, il y aurait plein de choses à te demander. On pourrait passer… alors, tiens, on pourrait passer des heures et des heures, hein, parce que moi, j'adore tout ce que tu dis. C'est passionnant. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter maintenant? Qu'est-ce que tu aurais envie de donner en mot de la fin? Un mot de la fin. Ce que tu veux. La fin, hein, tu peux continuer. Hein, nous, on est tout ouïe. Non, mais je dirais, je pense que voilà, on peut terminer tranquillement. Le 8 et le 9 avril 2017 sur Lyon, Oasis Voyage va fêter ses 10 ans. Donc, il y aura tous les intervenants d'Oasis Voyage qui vont être sur scène, en plénière, au Palais des Congrès de Lyon. Il y aura aussi plusieurs de mes partenaires qui vont venir des pays étrangers, du Bhoutan, de Bali, du Pérou, peut-être d'Islande aussi, peut-être d'ailleurs. Bon, il faut conjuguer avec les agendas des uns et des autres, mais ça va être une grande fête. Ça va être en espace de transmission, ça va être en espace de conférence, ça va être en espace de danse, ça va être en espace de respiration, ça va être aussi un espace de pardon, puisque Olivier Clerc va intervenir aussi sur cette Oasis 2017. Et ça va aussi être en événement non profitable, mais juste en soutien financier auprès des Indiens Kougis de Colombie et des enfants de Bolivie, de Marianne Sébastien. Donc voilà, donc ça va sortir bientôt, là j'en parle, vous êtes tout à fait bienvenus. Je dirais, tu nous mettras l'information sur la télé des copains? Avec plaisir, et puis voilà. Après, moi, ma devise, c'est voyager en conscience et grandir en amour. Ouais. Et je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voyager pour différentes raisons. Chaque fois, je pense à ces personnes et je leur dis que le plus beau des voyages, vous le savez, c'est celui qu'on fait à l'intérieur de soi-même, qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde et qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour s'éveiller et que vraiment le plus beau des paysages, c'est celui qu'on a à l'intérieur de soi-même. Merci Eric. Je voulais te demander, mais on le sait déjà, mais ça fait rien. Je voudrais que tu le verbalises. Comment tu te sens à ce moment précis, ici et maintenant, de ta vie? J'ai jamais été aussi bien. J'ai jamais été aussi bien parce que comment dire, je mène le projet de mes rêves. Alors, j'ai encore des rêves plus fous, mais je veux dire, comment dire, depuis que j'ai créé Oasis, ma vie s'est transformée d'une manière très, très positive, dans le sens où je me suis vraiment rapproché de moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des challenges, on a toujours des grèves aériennes, on a toujours des volcans, enfin un volcan islandais qui nous a fait des farces et que ça nous perturbe, mais je suis à ma place et du coup la vie s'organise harmonieusement autour et ça c'est chouette et je continue tout le temps dans ce chemin. Pour moi, mon métier, c'est une sorte de méditation dynamique que je fais autant en conscience que je peux. Et je trouve que voilà, je suis très, très heureux d'avoir osé et très
chanceux aussi d'avoir été accompagné à différents niveaux. Voilà, peut-être que c'est lié, je pense que oui. Certainement. C'est mystère. Hmm. Et alors, donc, tu as parlé de tes rêves les plus fous. Alors, dans 10 ans, dans 20 ans, ou peut-être demain, tes rêves les plus fous, ça serait quoi? Ah, moi, si j'avais un rêve qui est un peu irréaliste, ce serait d'être un apesanteur et de voyager dans la galaxie Ah, et de tourner autour de la Lune, du Soleil, de la planète. Et mais ça, tu dois déjà le faire. Tu le fais déjà la nuit. Tu le fais déjà, ça s'appelle le voyage astral. Tu le fais déjà. Mais concrètement, dans tes rêves les plus fous. Moi, j'ai des projets justement pour ouvrir. Tu as ouvert l'émission avec cette belle carte postale de Polynésie. C'est vrai que j'aimerais beaucoup emmener en groupe en Polynésie, sur les îles sacrées. Bora Bora, alors on connaît Bora Bora sous la destination cocotier, Ah non, etc. voilà. Mais Bora Oui, Bora, dans le jargon, Bora Bora. Bora Bora, c'est la première, c'est-à-dire dans la légende dit que c'est la première île à être émergée de l'eau. Et pour moi, c'est la plus belle île du monde. C'est-à-dire, quel que soit le moment de la journée, quel que soit l'endroit où nous sommes, c'est juste merveilleux. Et l'une des particularités de Bora Bora, c'est que le lagon, l'intérieur du lagon n'a pas de corail, ce qui est le cas de toutes les autres îles, chose qu'on sait peu, mais que du coup, le lagon est très très grand. Il faut imaginer une piscine qui ferait 3 km sur 15 km. Et du coup, quand on nage dans ce lagon et qu'on voit les raies passer à côté de nous, voilà, c'est juste en délice. Parce que, je dirais, ce qui me touche à Bora Bora, plus que le lagon, c'est cette montagne très, très, très forte. Si vous regardez des photos de Bora Bora, vous verrez ce rocher volcanique très, très puissant. Et j'aimerais bien emmener en groupe là-bas, puis dans d'autres îles, notamment j'ai été aussi à Ivaoa, l'île de Brel et de Gauguin aux Marquises, qui sont des îles très très fortes. C'est la seule fois dans ma vie, pourtant j'en ai vécu des destinations où avant de rentrer dans un temple, j'ai été stoppé parce que je rentrais d'une manière un peu, on va dire, inconsciente, on va dire. Mais j'ai été stoppé physiquement. Je n'avais jamais vécu une telle force pareille. Et après, j'ai pu rentrer en conscience. Et il y avait dans ce temple à Ivaoa, donc une des îles des Marquises, une sorte de tiki, c'est-à-dire ces statues qui représentent des divinités. Et j'ai touché c'était une forme de grosse grenouille avec des gros yeux. Et j'ai touché le tiki. Et la guide qui m'accompagnait, elle s'est retournée à ce moment-là et elle m'a dit, tu as touché le tiki? Je lui ai dit, oui, j'ai touché le tiki. Comment tu as touché le tiki? Je lui ai dit, ben, j'ai touché le tiki comme ça. Elle me dit, ah, c'est bon, tu as touché le tiki comme ça, c'est symbole de fertilité et de prospérité. Tu l'aurais touché comme ça, tu pouvais jeter tes sorts et là, c'était vraiment pas bon pour toi. Petite anecdote de plus, hein, on pourrait y passer la nuit. oh, oui, oh, même plus que ça. Mais voilà, bah, je suis bien contente. On va terminer sur la Polynésie, c'est ma terre de cœur. Hein, je l'adore. Et en fait, c'est très bien parce qu'on s'était contacté donc il y a un an en parlant de Polynésie. Donc, on va terminer cette conférence voilà, dans le lagon hein, de Polynésie. Et puis, eh ben, on espère bien. Bon, il va falloir mettre de l'argent de côté là parce que la Polynésie, ça coûte cher. Hein, donc, il va falloir que tu nous le dises quand même pas mal de temps à l'avance pour qu'on puisse préparer le budget. Mais on te suit. Hein. Moi, je te suis en tout cas en Polynésie, il n'y a pas de souci. On peut faire des choses économiques. Il y a pas mal de gîtes chez l'habitant, etc. Il n'y a pas que les. Déjà le voyage coûte cher. Enfin, moi, j'y vais tous les 10 ans normalement, mais tu vois,
Et donc, c'était 2014. On n'a pas pu, c'est pas possible. Voilà. Mais voilà, n'attends pas 2024, fais-le avant. Et je te dis, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Tu l'as déjà accepté il y a un an, mais tu vois, finalement, ça s'est fait au solstice le 21 juin 2016. Tout est parfait, c'était voulu. Merci beaucoup, Lorraine Nadia. Bravo pour ce que tu fais. Merci à toi. Merci aux gens qui nous ont écoutés et puis j'espère surtout. Merci, gros bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, au revoir. Au revoir.